donc on va accueillir sans plus attendre Paola Mendes Fernandez qui va venir nous présenter les résultats du projet Faux Contact qui visait à caractériser l'état d'imprégnation chimique au niveau des populations de phoques de la baie de Seine. Donc bonjour à tous, merci. Donc en effet, je vais vous présenter, on va changer un petit peu de modèle biologique, on va passer sur des grosses bêtes maintenant, et je vais vous présenter donc des résultats très préliminaires. À contrario du projet précédent, nous, on est encore dans la phase d'analyse. Et donc, c'est un projet que je copilote avec mon collègue Pierre Labadie de l'UMR EPOC. Donc, je fais dans les flèches. Dans l'autre sens? Ah oui, ok, excuse-moi. Donc d'abord un petit peu de contexte sur le sujet du projet. Donc les mammifères marins, comme la plupart de vous savez, ce sont des espèces qui se trouvent en haut de chaînes trophiques marines et donc qui sont souvent utilisées comme des espèces sentinelles des écosystèmes marins parce qu'elles exercent un contrôle top-down dans les écosystèmes, mais elles subissent aussi les effets bottom-up des changements qu'ils peuvent avoir à des niveaux trophiques plus faibles. Le fait d'être en haut des chaînes trophiques et d'être des espèces longévives qui vivent plusieurs décennies leur rend très sensibles à la bioaccumulation et à la bioamplification des contaminants. Et donc, pour la plupart de ces espèces de mammifères marins, vont avoir des concentrations de contaminants très élevées. Et donc, ces espèces sentinelles, elles sont, comme plein d'autres organismes marins, face à plein de menaces différentes dans les écosystèmes marins, dont la plupart d'origine anthropique, et peuvent nous alerter assez vite des changements, des impacts qu'il peut y avoir de ces activités anthropiques dans les écosystèmes marins. Elles sont aussi souvent des bons candidats pour des études d'approche One Health qui considèrent que la santé humaine est en lien avec la santé des animaux et de l'environnement. Et donc, dans ce contexte-là, s'imbrique le projet Faux Contact qui vise à utiliser donc, les phoques comme espèces sentinelles de la contamination chimique de l'estuaire de la Seine. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, on essaye dans le projet de regarder plus en détail quels sont les niveaux et les profils d'accumulation de ces contaminants chez les phoques de l'estuaire de la Seine. On va comparer dans le projet aussi les contaminants de ces phoques de la Seine avec une autre colonie proche en Normandie qui est la BDB pour faire une étude plus spécialisée de ces niveaux de contamination. Il y a un troisième sous-objectif, c'est d'évaluer l'état de stress de ces phoques via l'analyse d'hormones, toujours dans la baie de Seine. Donc, je vais vous présenter nos amis les phoques. Donc, on a dans le nord de la France deux espèces qui sont le phoque veau marin en vert et le phoque gris en bleu. Comme vous voyez sur la carte, le nord de la France, on a plusieurs colonies de ces deux espèces qui sont à la limite sud de leur aire de répartition. Les camemberts, plus sont gros, plus il y a de phoques. Et la couleur verte, c'est pour les phoques veau marins et la couleur bleue, c'est pour les phoques gris. Depuis plusieurs années, il y a une forte augmentation des populations des colonies de phoques dans le nord de la France. On soupçonne que ce sont des phoques qui descendent des colonies anglaises et qui viennent vers le nord de la France. Et cela crée l'apparition de nouveaux reposoirs, de nouveaux colonies, comme c'est le cas de l'estuaire de la Seine, où depuis 2010, on a tous les ans des phoques qui sont là, qui restent là, c'est une nouvelle colonie, des deux espèces. Et en rouge, vous avez les estimations d'abondance, des présences des deux phoques. Donc HG, c'est le phoque gris, PV, c'est le phoque veau marin en 2022 et 2023. Les échantillons qu'on a utilisés pour ce projet, ce sont des échantillons qu'on obtient des captures des phoques pour des suivis télémétriques. Donc c'est un petit peu barbare, mais ce qu'on fait, c'est qu'on capture les phoques, on leur pose des valises Argos qui vont émettre pendant que les animaux sont hors de l'eau, et cela nous permet de suivre leurs mouvements.
Et puisque c'est assez invasif, on profite pour faire aussi des prélèvements biologiques pour faire tout un tas d'analyses derrière, comme la contamination chimique ou des autres analyses des proxys des écologies trophiques. Donc pour cette étude, on va utiliser la matrice SON, qui va être utilisée pour l'analyse des contaminants émergents comme les PFAS. Le lard, en fait, les mammifères marins, ils ont tous une couche de lard assez épaisse entre la peau et le muscle où ils cumulent une bonne partie des contaminants organiques. Donc, on a utilisé pour l'analyse et des POPs et des PFAS. Et ensuite, les poils et la peau pour l'analyse des contaminants inorganiques comme les mercures. Et nous avons utilisé aussi les vibrisses, les moustaches des phoques pour l'analyse d'un proxy assez reconnu d'écologie trophique qui sont les radios isotopiques de carbone, azote et soufre. En plus de ça, pour le volet stress, état de santé, enfin plutôt d'état de stress des phoques sur l'estuaire de la Seine, nous allons collecter des crottes sur les reposoirs des deux espèces. Donc au total, il y a eu plusieurs campagnes de capture qui ont eu lieu entre 2023 et 2025 dans les deux estuaires, l'estuaire de la Seine et l'estuaire de la V2V. Et nous avons pu collecter 31 individus pour lesquels on a tout ce que je viens de dire, télémétrie et toutes les matrices biologiques que j'ai présentées, 14 en baie de V et 17 en baie de la Seine, plus 32 crottes en baie de Seine. Par contre, à l'origine du projet, on voulait avoir des phoques veaux marins dans les deux estuaires. Or, la campagne de 2024 était un petit peu compliquée et on n'a pas réussi à capturer les veaux marins de l'estuaire de la Seine. Donc, malheureusement, nous avons pour l'instant que des phoques gris en baie de Seine et des phoques veaux marins en baie de V. Je vais commencer à vous présenter quelques résultats. Nous sommes encore en attente de beaucoup de résultats analytiques et je vais vous présenter les résultats des 7 phoques gris qui ont pu être analysés pour l'instant, puisque les 10 restants, ils ont été capturés en juillet, donc toutes les analyses sont encore en cours. Donc ici, vous avez les cartes de déplacement de ces 7 phoques gris. Donc vous voyez qu'elles ont tendance à aller visiter pas mal les pays voisins, les régions voisines, sauf 2 individus, le N02 et N05, qui eux, ils ont montré une sédentarité assez remarquante. Donc l'idée du projet, c'est ce qu'on a commencé à regarder, c'est de comparer ces cartes de déplacement aussi avec nos proxys d'écologie trophique qui sont les isotopes stables. Si vous ne connaissez pas trop, je dis rapidement, souvent en écologie, on utilise 3 types d'isotopes stables, le nitrogène, le carbone et soufre, qui nous donnent des informations sur le niveau trophique auquel les prédateurs vont se nourrir, pour le nitrogène. Pour le carbone, l'habitat dans lequel ils vont se nourrir, si c'est plutôt un habitat océanique ou plutôt néritique. Et le soufre, aussi l'habitat, mais si c'est plutôt des proies d'origine maritime ou bien estuarienne qui vont ingérer. Tout ça, on l'analyse donc les vibrisses, les moustaches, qui est une matrice assez intéressante parce que c'est une matrice qui est inerte et qui tombe entre deux mous et qu'on va mesurer tous les centimètres pour restituer les stratégies alimentaires des phoques pendant les mois entre deux mues. Et donc, les premiers résultats de nouveau de ces 7 phoques gris qu'on a pu analyser pour l'instant nous montrent que les 2 individus qui étaient plutôt résidents, le N05 et N02, montrent des signatures. En haut, vous avez le graphique du carbone, donc des signatures plutôt néritiques, benthiques, et pour le soufre, des signatures plutôt estuariennes, ce qui confirmerait qu'ils mangent plutôt près de la côte, comme les mouvements le pressentent. Ensuite, je vous présente quelques résultats des polluants organiques persistants historiques pour lesquels on a reçu les résultats. Tous les autres sont encore en cours d'analyse. Et donc, on a choisi les PCV, mais en gros, le profil d'accumulation de cette phoques gris n'est pas très surprenant. On retrouve ce qu'on voit souvent chez les prédateurs supérieurs marins, c'est que les PCB, les DDT et les PBDE, c'est les groupes de famille qui sont le plus concentrés. Et pour les PCV, on a, pour vous donner une ordre d'idée de qu'est-ce que ça veut dire ça en termes de valeur, parce que vous voyez que les concentrations sont quand même assez importantes. Il dépasse tous les 3 seuils de toxicité que nous avons aujourd'hui dans la littérature pour les mammifères marins, qui sont les plus utilisés et reconnus, et y compris celui le plus faible de 9000 nanogrammes par gramme.
Et l'individu qui présente les concentrations les plus faibles, c'est une femelle, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans ces captures qui sont assez invasives, on vise les mâles adultes, puisqu'ils sont plus costauds. Mais de temps en temps, il y a des subadultes et des femelles qui se glissent, et c'était le cas ici de cette femelle. Les femelles, une fois arrivent à la maturité sexuelle, ils ont une grande capacité à relarguer une partie des contaminants envers les petits pendant la gestation et la lactance, et donc ça peut expliquer cette faible concentration pour cet individu-là. Et pour avoir une petite idée rapidement, mais il faut encore qu'on traite beaucoup les données, dès la comparaison entre les deux sites, la baie de Vaux et l'estuaire de la Seine, on a fait une somme, la moyenne de la somme de toutes les familles de POPs qu'on a analysées. Il semblerait que les 14 individus de la baie de Vaux montrent des concentrations légèrement plus élevées qu'en baie de Seine. Néanmoins, vous voyez que la variabilité interindividuelle est énorme et qu'en plus, je rappelle, dans la baie de Seine, il y a un intrus, c'est cette femelle-là, que probablement pour la suite, il faudra qu'on enlève du jeu de données. Et aussi, dans une étude précédente, on avait analysé donc, les isotopes stables qui sont des proxys du niveau trophique, qui peuvent être aussi des niveaux trophiques de plusieurs colonies du nord de la France. Et on a vu que les individus de la baie de Vaux présentent un niveau trophique légèrement plus élevé qui peut aussi expliquer ces concentrations plus importantes qu'on observe dans ce résultat-là. C'est quand même le premier travail, étude qu'on a en France de contamination sur les phoques. Donc, c'est un travail, pour l'instant, un projet très pilote et préliminaire, mais qui nous donne beaucoup de motivation et des résultats intéressants. Et là, à la suite, on va finir par finir d'analyser tous les dossages des PFAS qui ont eu besoin d'un développement méthodologique important parce qu'on utilise des matrices qui sont assez différentes, comme le lard, et la graisse sous-cutanée et le sang. Pareil pour le mercure, on va l'analyser dans les poils et la peau. Et le dosage d'hormones chez les crottes, ça, la méthodologie est au point. Et les résultats sont arrivés cette semaine, mais je n'ai pas pu les présenter. Enfin, je ne peux pas les présenter. Et ensuite, on va intégrer et bien interpréter tous ces résultats en confrontant le dosage de contaminants avec les hormones de stress, toutes les données de télémétrie avec les données d'isotopes stables, micropolluants, etc., en essayant d'identifier quels sont les facteurs de contrôle de ces contaminants et en faisant un focus sur les phoques gris de la Seine. Merci beaucoup. Merci pour ces résultats très intéressants. On peut prendre le temps pour une ou deux questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'y connais rien. C'est juste pour savoir, est-ce que quand vous aurez les phoques qui vous manquent sur la baie de Seine, est-ce qu'ils vivent ensemble ou pas au même endroit? Alors, la théorie, puisqu'ils proviennent de la même colonie, c'est qu'ils vivent ensemble. Après, il peut se passer qu'un animal, à un moment donné, il part quelques mois dans les Anglaises et après, ils reviennent. Donc, on pense qu'ils vivent ensemble parce que parfois, on a des récaptures. Là, dans la deuxième manip, on a un individu qui avait été déjà capturé en 2024, ce qui est vachement intéressant parce que ça ne nous arrive pas souvent. Et donc, on pourrait aussi voir l'évolution, notamment des contaminants d'une année sur l'autre. Mais on pense qu'ils vivent ensemble puisqu'ils sont dans la même colonie, ce qui n'empêche pas qu'ils changent de temps en temps de colonie et qu'ils reviennent sur site. Oui, merci. C'était un peu une question dans la même lignée. C'était savoir combien de temps en fait ils restent proches, on va dire, aux baies de Seine. Parce que là, si on regardait les différentes populations ou les différents individus, c'était pas forcément ceux qui restaient tout le temps dans la baie de Seine qui étaient le plus contaminés. Donc, est-ce que vous avez une idée de la forte variabilité inter-individu, d'où elle vient? Est-ce que c'est le temps passé à un endroit donné ou pas? C'est pas simple, c'est bien l'enjeu de travailler avec des espèces de prédateurs très mobiles. C'est qu'on peut difficilement savoir exactement combien de temps ils ont passé dans un endroit. Est-ce que vraiment cette grande variabilité vient de juste changements d'alimentation? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. L'âge des animaux, la maturité sexuelle, etc., enfin, le régime alimentaire. Donc tous ces facteurs, on va essayer de tenir en compte, mais on peut pas savoir à 100% exactement. Oui, alors moi je suis ici,
Là. Oui, pardon. J'avais une petite question. J'avais vu, je connais un petit peu la BDV et les gestionnaires du Parc des Marais, et j'avais déjà vu certainement déjà une partie des résultats de ce projet. C'est peut-être pas le même, mais du coup, j'avais aussi vu une partie de résultats qui étaient sur des isotopes, sur les régimes alimentaires, où ils avaient regardé aussi les contenus stomacaux, et ce qui leur avait permis de dire qu'il n'y avait pas tant de compétition que ça avec les poissons intéressants pour la pêche, et que c'était plutôt des poissons qui dépendent du Microphytobenthos dans le régime alimentaire, très estuarien. Ça rejoint un petit peu la signature très estuarienne de vos poissons. Voilà. Est-ce que vous avez été jusqu'au contenu stomacaux aussi? Est-ce que vous avez cherché à voir s'il y avait une compétition avec les pêcheurs sur les mêmes poissons et tout ça? Alors pour ce projet et ces résultats, je ne l'ai pas présenté, mais en effet, ça c'est la thèse de Yann Planck qui a fini et qui a fait un gros travail sur l'écologie trophique des deux espèces, et avec aussi une vision de voir s'il y avait une compétition avec les pêcheries, mais une compétition interespèces. Et parce qu'ils cohabitent à certains endroits et ça peut être question. Donc là, on ne les a pas utilisés, on n'a pas encore trop regardé, mais en effet, par exemple, ajouter, et pour la question des contaminants, la donnée des contaminants dans les proies, à terme, ça sera super intéressant et important à ajouter. Mais on a beaucoup d'informations sur l'écologie trophique, sur le contenu stomacal, et y compris sur les fesses, parce qu'elles nous donnent aussi, dans les crottes, on peut faire et les hormones de stress et complémenter le régime alimentaire. Donc toute cette information existe et on peut y accéder. Oui, merci pour la présentation. Avec la difficulté pour obtenir des individus, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de multiplier les analyses sur les excréments, par exemple de faire une mesure de contaminants, ou alors ça serait quoi les limites en fait? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Là, c'est plus une question pour les chimistes. Moi, je sais pas. Alors, ce qui est intéressant dans les crottes, ça serait... Et c'est super intéressant de faire les contaminants. Par contre, c'est ce que l'animal n'a pas assimilé. Donc, nous on montre qu'une partie de vraiment la charge en contamination. Or, la graisse est un tissu de stockage, et donc on a une meilleure visibilité de la concentration. En effet, si on n'a pas accès aux phoques, on pourrait utiliser les crottes. Mais il ne faut pas croire, on en a beaucoup. Hein. C'est juste que l'estuaire de la Seine, pour l'instant, c'est une colonie assez petite. Et on a des colonies, par exemple, en baie de Somme, capturer les phoques, ce n'est pas un problème. Ou même en baie de Vée. Imaginons que dans 10 ans, l'estuaire de la Seine, c'est plein de phoques. Et là, ça serait beaucoup plus facile de les capturer et avoir des prélèvements. Mais sur les crottes, je pense que techniquement, c'est possible. Merci.